Aux portes du Sahara, le dernier rempart contre l'avancée du désert est en train de tomber. Cette palmeraie à l'agonie. Des sécheresses de plus en plus longues, des crues violentes et des tempêtes de sable ont chassé la majorité des habitants. 3 palmiers sur 4 sont morts. Privés d'ombre, les arbres fruitiers et les cultures maraîchères ont suivi. Plus de chants d'oiseaux, plus de cris d'enfants. Hassan ne reconnaît plus le village dans lequel il a grandi. Ce commerçant nous présente son oasis défraîchie, Tamguist. 1 millier d'habitants il y a encore 30 ans, une centaine aujourd'hui. Toutes ces maisons étaient pleines. Dans celle-ci, il y avait 4 familles. Tout le monde est parti. Des rues désertes, des maisons en ruine, des portes closes. La vie, c'est comme figée. Cette maison que vous voyez là-bas, à ma droite, elle est très ancienne. 4 familles y vivaient. Elles sont toutes parties. Mais combien d'habitants sont partis? Comment vous dire? 90% des habitants ont quitté le village. Un sentiment qu'il partage avec quelques-uns de ses amis. Nous qui sommes originaires de ce village, quand nous voyons ce désastre, ça nous reste en travers de la gorge. Moi, ça me rend malade. À l'origine de ce désastre, les sécheresses qui sont plus intenses. Depuis 30 ans, elles sévissent 1 année sur 2. Une malédiction accompagnée de crues dévastatrices. Dans ce village, les changements climatiques ont aggravé l'érosion des sols. Aujourd'hui, quand les pluies arrivent, elles ne tombent pas comme avant. Elles sont torrentielles, si violentes qu'elles emportent la terre. Regardez, vous voyez ici, plus de 2 mètres, sinon 3 mètres de terre sont partis. Si on ne fait rien pour sauver cette terre, en plantant des cultures qui luttent contre l'érosion, ça va être pire. Mais tout n'est pas perdu. À partir du moment où on prend conscience du problème, ce n'est pas perdu. Si les moyens dont il dispose peuvent paraître ridicules, Hassan affiche une volonté de faire pour sauver sa palmeraie. Des plantations de cactus pour stabiliser la terre et des barrières de palmes pour faire écran aux assauts du sable. Si cette terre continue de s'éroder, c'est toute l'oasis qui va disparaître. Ce sera une catastrophe pour mon village. Tamguist, un village qui ne sera bientôt plus qu'un mirage. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'avenir de 2 millions de Marocains sur les contreforts du désert qui est fragilisé, mais aussi une partie du littoral qui risque d'être affectée. À quelques kilomètres de l'oasis de Tamguist, dans ces étendues arides, on croise souvent des éleveurs de dromadaires. Marek Nafaoui est le propriétaire de ce troupeau. Près de 200 chamelles élevées pour leur viande, mais surtout pour leur lait. Un lait très nourrissant vendu 12 dirhams, un peu plus d'1 euro, soit 10 fois plus que le lait de vache. Si dans la mémoire collective, un dromadaire peut survivre jusqu'à 5 semaines sans eau dans le désert, pour les éleveurs ici, la réalité est bien différente. Ça fait 10 ans qu'on souffre beaucoup. La pluie n'arrive pas au bon moment. L'été arrive beaucoup trop tôt, le printemps aussi. Cette année, quand l'herbe a poussé, les dromadaires n'ont pu brouter que 10 jours, pas plus. Il y a eu une vague de chaleur qui a tout desséché.
D'habitude, au printemps, les dromadaires peuvent brouter 3 mois, 90 jours minimum. Des vagues de chaleur qui obligent ces éleveurs à parcourir de plus en plus de kilomètres vers le nord du pays. Mbarek Nafawi, lui, en a fini avec les longues traversées du désert depuis qu'il est devenu maire de la commune d'Asrir. Asrir, cette oasis est l'une des rares de la région encore peuplée. Une commune rurale de 4000 habitants environ. Nous sommes le 1er juin, le premier jour du Moussem, une grande foire annuelle qui marque le début de l'été. En ce jour de fête, Mbarek, comme tous les villageois, a le sourire. Les traditions locales sont perpétuées. Normalement, les femmes, alors si on passe devant les femmes, fait le travail, il faut donner quelque chose pour les femmes. Elles nous jettent une pelote et on doit leur offrir quelque chose. Vous allez leur donner quoi? L'argent? Mais vous les regardez pas. Hein? Et pourtant, derrière son sourire, le maire est préoccupé. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été et les températures ont grimpé d'un coup à plus de 40 degrés. Le réchauffement climatique dérègle nos saisons. La saison des pluies arrive trop tard. La pluie tombait en octobre, maintenant, elle arrive en juillet et ne sert à rien. On dit qu'elle ne fait pousser que les serpents. Un mince filet d'eau. Une eau qui ne provient pas d'un puits, mais de camions-citernes. Il y a une dizaine d'années, les nappes phréatiques étaient à moins de 3 mètres. Aujourd'hui, il faut creuser à plus de 100 mètres. Nous commençons à souffrir du changement climatique et le manque d'eau rend la situation critique. Dans cette oasis, nous vivons grâce aux sources et toutes ces sources commencent à tarir. Pour éviter que l'oasis ne se vide de ses habitants, Mbarek a trouvé un moyen de consommer moins d'eau. Dans cette lutte, il a désormais un allié objectif, cette variété de cactus. Il supporte la sécheresse et peut survivre avec l'humidité dans l'air. Il suffit qu'il pleuve une fois par an pour qu'il pousse. Il donne alors des fruits. Il a plusieurs usages dans notre région, plusieurs rôles. Il nous nourrit grâce à ses fruits et nourrit nos animaux. En période de sécheresse, on coupe les raquettes qu'on donne au bétail. Il est notre ami. Cet ami, tout le monde le connaît ici par son surnom, Es-Sabar, le résistant en arabe. Une armée de cactus campe sur ces montagnes du plateau du Guir. Des figuiers de Barbarie à perte de vue. Cette variété de cactus, originaire du Mexique, pousse sur des terres arides à 800 mètres d'altitude environ. 11 000 hectares d'un seul tenant plantés par l'homme il y a plusieurs siècles. Peu de gens s'y intéressaient jusqu'à ce que Karim, consultant en environnement, se passionne pour cette plante providentielle. Toutes ces terres-là, de cette montagne-là, sont consolidées par cette plante. La lutte contre l'ensablement et contre l'érosion des sols, elle est évidente. Et puis, le cactus, c'est une espèce de plante pionnière. Là où on la plante, il y a tout un cortège floristique et faunistique qui l'accompagne. Cette montagne, elle a un indice de biodiversité incroyable pour du désert, entre guillemets. Sur cette montagne, il tombe moins de 120 mm d'eau par an. Seules des plantes cactiformes comme l'euphorbe et le figuier de Barbarie peuvent survivre. Grâce à leurs feuilles transformées en épines, mais aussi grâce aux conditions météorologiques particulières, une sorte de microclimat. Vous voyez qu'il y a tout le temps de la brume. C'est la brume océanique. L'océan est à peu près 30 km à vol d'oiseau, même pas. Et c'est tout le temps, l'eau qui arrive du ciel. Et le cactus, comme le forbe, a l'avantage de capter cette eau-là. Karim est venu rencontrer Sherd Maini. Ce vieil homme possède l'un des plus beaux champs de cactus sauvages de toute la région. Karim veut le convaincre que ces champs peuvent être plus rentables à condition de mieux les exploiter.
L'été, le figuier de Barbarie donne des fruits sucrés et rafraîchissants très appréciés des Marocains. Et la raquette sert à nourrir le bétail lorsqu'il n'y a plus de pâturage. Le travail qu'on fait en général, les gens qui cultivent le cactus, c'est couper les fruits. Laisser 3-4 par raquette, et 3-4 ils seront gros et beaux. C'est beaucoup plus de plus-value que 10 ou 12 petits. 10 ou 12 petits, personne ne les achètera. Il vous manque encore un peu d'apprentissage. Les gens manquent un peu de technique. Mais là, vous avez de l'or vert. Monsieur, la valeur du figuier de Barbarie, les gens la connaissaient bien avant que toi ou moi ne soyons nés. Tu me comprends? Ces gens-là en ont bien profité. Le figuier en a fait des hommes qui ont fait vivre leur famille, alors qu'il n'y avait ni blé, ni sucre, ni thé, rien du tout. La tribu des Haït Bouamran a pu s'acheter des camions. Oui, des camions. Vous n'imaginez même pas. Mais certains possèdent des kilomètres carrés de figuier de Barbarie et ils ont tout laissé à l'abandon pour l'Europe. Et puis, il y en a qui n'en veulent pas. Les jeunes n'en veulent pas. Ils se disent « À quoi bon ?» Mais nous, les anciens, on a l'amour du pays et du figuier de Barbarie. Convaincre ceux qui restent de planter et de cultiver du cactus à l'échelle industrielle, voilà le grand projet porté par Karim. Un pari audacieux que ce pionnier de l'or vert tente de relever depuis 3 ans. Ce qui est magnifique avec le cactus, il peut à la fois fournir des revenus et des emplois stables et en même temps faire du bien à son environnement. Une barrière écologique pour repousser le désert et retenir la population. Karim espère en planter sur plus de 60 000 hectares. Il veut aussi créer une usine pour transformer les 500 000 tonnes de fruits et de raquettes qu'il envisage de produire chaque année. Avant de quitter ces montagnes, Karim nous emmène au milieu de nulle part, sur le site de son futur Cactus Pole. La vision, c'est de créer carrément un quartier industriel dédié au cactus. Croyez-moi ou pas, aujourd'hui vous voyez ça, dans un mois, il y a une station de conditionnement ici. L'idée, c'est vraiment de créer une synergie cactus, toute une filière de développement de toute une région. Dans cette zone, le projet de Karim pourrait à terme créer, selon lui, une centaine d'emplois durables. Ce serait une petite victoire. Mais la bataille que Karim, l'ingénieur agronome, et Mbarek, le maire, livrent ensemble, main dans la main, suffira-t-elle à enrayer l'exode rural à Asrir? Autrefois, pour conquérir des terres et prendre le contrôle de l'eau, les guerriers des tribus rivales s'affrontaient. Les armes ne sortent plus qu'à l'occasion des fantasias, ces démonstrations de force et de courage. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus à portée de fusil. Voilà, c'est ça notre vie, le cheval et la beauté. Malheureusement, nos traditions sont en train de disparaître. Les gens sont attirés par la ville, par la modernité. Avec cette fête, on essaie de résister. Des traditions et une solidarité qui ont permis à ces peuples de survivre au milieu du désert. Mais une culture mise à mal par le dérèglement du climat. Dans la classe unique de l'oasis d'Asrir, Mohamed Khatabi, l'instituteur, résiste lui aussi à sa façon. Ce matin-là, pas de cours de mathématiques, ni d'arabe. C'est une journée importante, surtout dans ce petit village. Journée internationale
de l'environnement. La petite école d'Asrir a reçu le label Éco-École, un projet pilote au Maroc auquel ses élèves participent depuis maintenant 2 ans. Pourquoi c'est important l'environnement à votre avis? Dans notre école écologique, on apprend qu'il faut respecter l'environnement et tout ce qui nous entoure. Pour l'occasion, la classe reçoit des visiteurs un peu particuliers. Salam alaikum. Ce sont des animateurs d'Enda Maghreb. Enda pour Environnement et Développement du Tiers-Monde, une ONG sénégalaise qui sensibilise les enfants aux menaces qui pèsent sur leur environnement. Qu'est-ce que vous lisez là? L'Oasis, notre héritage à préserver. Un t-shirt, une casquette, et voilà nos écoliers équipés pour une leçon grandeur nature. Ils vont apprendre à mieux connaître les dangers qui guettent leur palmeraie. Le Maroc fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique. Par exemple, l'augmentation des températures et les pluies torrentielles qui ont des conséquences graves sur la biodiversité et sur l'environnement. Les terres s'érodent et les palmiers tombent. Les animateurs mettent aussi l'accent sur un autre fléau pour l'environnement, ces sacs plastiques. Chaque année, les Marocains qui en consomment 1,5 milliard s'en débarrassent n'importe où. Ça ne s'enlève pas facilement. C'est un problème pour l'environnement saharien. Ces sacs plastiques poussés par le vent qui s'accrochent aux broussailles. N'est-ce pas, Fadoua? Fadoua et ses petits camarades apprennent aussi que dans leur oasis, ces déchets bouchent les canalisations d'eau et aggravent une situation déjà critique à cause de la sécheresse. Cette oasis, c'est un endroit rare, on peut pas le... Juste là, c'est la limite, c'est le désert, il n'y a plus de vie là-bas. Bon, ici l'écosystème, il est très équilibré, il est bien fait, puisqu'on a écouté les chants des oiseaux, et les oiseaux, c'est un parmi les critères qui montrent que c'est un écosystème où il est sain. Malheureusement, tu vois, là, regardez ce sac plastique. Alors quand ce plastique noir s'envole, il cache les feuilles. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière. Et s'il n'y a plus de lumière? Il n'y a plus de photosynthèse. Et la lumière du soleil est indispensable à notre vie. C'est pareil pour les plantes. Elle peut en mourir, et ici, ça va devenir un désert. Ce qui veut dire que notre région est en danger. Le plastique est un vrai danger pour nous. Une leçon de survie en quelque sorte pour ces enfants. Car ici, le moindre déséquilibre peut être fatal. Créées par les hommes, ces oasis pourraient disparaître, étouffées par les effets du changement climatique, mais aussi par la main qui a façonné ce lieu de vie. Nous repartons plus au sud, un peu plus loin dans le désert, là où la mer de sable rejoint l'océan Atlantique. La baie de Khnifis, le petit scarabée en arabe, baptisé ainsi par les nomades qui y faisaient halte sur leur longue route vers le Sahara. Plus de 20 km de long, sur 200 mètres de large, une magnifique lagune classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Youssef est une sentinelle de la lagune.
Ingénieur des eaux et forêts, il est en charge de la surveillance du site depuis 5 ans. Sa mission fait de lui un témoin privilégié des changements qui s'opèrent ici. C'est un écosystème fragile qui peut se changer à cause du climat. Jusqu'à maintenant, vu les années que j'ai passées ici, alors je ne peux pas parler des saisons bien déterminées. Par exemple, il y a plus du vent. Il y a plus de vent qu'avant. Il y a plus d'instabilité du point de vue climat même. On ne peut pas parler des saisons au niveau de la zone ici maintenant. Les saisons sont perturbées. On ne peut pas dire que ça c'est l'hiver, ça c'est l'automne, ça c'est le printemps. Ça. Parfois on a des pluies tardives jusqu'au printemps et parfois on n'a même pas de pluie. Sur la barque de ce pêcheur, il y a aussi Salek, l'enfant du pays, ardent défenseur des oiseaux migrateurs. Des oies bernaches, des flamants roses, des goélands. Plus de 200 espèces ont été recensées et en hiver, 200 000 oiseaux colonisent ce site. La plus grande lagune du Maroc a réuni les deux hommes autour d'un seul et même combat. Nous avons peur parce que c'est un espace naturel, un écosystème où tout est interdépendant, les hommes, la flore et aussi les oiseaux qui migrent du nord vers le sud. C'est un héritage naturel qui appartient à tout le monde, au Maroc, mais pas seulement, au monde entier aussi. Et nous ne voulons pas qu'il souffre des conséquences du changement climatique dont on entend parler. Un dérèglement du climat qui menace les oiseaux, mais aussi les hommes. Salek et Youssef font une idée simple, impliquer les pêcheurs locaux comme Hassan pour protéger la lagune. Mon père a vécu près de 100 ans. Ici, il y avait de l'eau à la place du sable. La mer s'étendait sur toute cette zone. Tout ça, c'était la mer. Il y avait la mer partout. Il n'y a plus autant de variétés de poissons. Avant, il y avait des poissons de 50 kilos. Il n'y en a plus. Mon père pêchait des courbines de 40 ou 50 kilos. Aujourd'hui, on n'en trouve plus une seule. La création d'un parc naturel en 2006 pour développer un tourisme responsable n'a pas entraîné de débarquement en masse. Mais les rares touristes français que Youssef et Salek croisent sur la lagune respectent rarement la réglementation du parc. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, vous avez attrapé de la dorade? On peut voir? De la dorade? La pièce? Ah, c'est la période de la dorade maintenant. Là, ça, c'est pas la dorade, ça, c'est la barre tachetée. Ah, la barre tachetée. Ah, ça, c'est un sard. C'est un petit sard. Petit sard. Eh oui, il faut le remettre dans la lagune. Et on va le remettre dans le... Est-ce que vous avez conscience que vous êtes sur une zone protégée ici? Non, on est débilement tout mental. Non, bien sûr. On ne savait pas qu'on était sur l'eau. Non, mais j'imagine qu'en France, quand vous êtes dans une zone protégée, un parc naturel protégé, vous pêchez pas. D'accord, oui. Vous voulez nous dire que c'est interdit de pêcher, là? Pour les oiseaux, on est sur une zone protégée. Est-ce que vous pensez que c'est bien que ça soit protégé ou pas ici? Peut-être pour les oiseaux. Bien sûr, c'est formidable. Pour la biodiversité en général. C'est formidable. La diversité englobe les poissons, les oiseaux, même nous. Hein. Oui. Et du coup, on repart. Tiens, puisque j'ai fait une connerie, je m'en excuse. Non, je repars. Non. Je reprends l'avion, je repars. Non, à la chasse. Non. À la chasse. Vous ne pouvez pas les verbaliser quand ils pêchent trop de poissons? Ah non, on ne peut pas les verbaliser parce que la zone ici est classée comme zone de grande pêche par l'administration des eaux et forêts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis toujours contre ça c'est sûr. Parce que je vois que la richesse de la lagune est en train de se faire voilà. En train de se finir. Un site classé à la fois parc naturel et zone de grande pêche. Une aberration contre laquelle Youssef ne peut rien. Il ne baisse pas les bras pour autant, même s'il est seul et sans moyens pour protéger ce site fragile. Une contradiction au plan local comme au plan national.
La région est un des sites retenus par le plan Azur pour attirer 10 millions de touristes au Maroc à partir de 2016. 2 fois plus qu'aujourd'hui. 3500 km de côte sur l'Atlantique et sur la Méditerranée. Un atout fragile. Le littoral qui concentre 61% de la population urbaine, 80% des industries, 53% du tourisme, est menacé par l'élévation du niveau de la mer. Cap justement sur la Méditerranée. Nous survolons le Grand Nador. Ici, la ville a poussé à l'abri d'une mince barrière de sable, une lagune. Toute la côte a été bétonnée. Nous arrivons à Qaryat Aremkhan, à quelques kilomètres de Nador. La montée des eaux et les tempêtes répétées ont laissé des traces sur les façades des villas, construites au bord de la mer. Les escaliers en ruine mènent à des plages qui ont disparu. La mer gagne du terrain jour après jour. Doucement, doucement. Le professeur Ratabi enseigne la gestion et l'économie des ressources de l'environnement à l'école forestière de Rabat. Il est venu montrer à ses étudiants-chercheurs les effets de la montée des eaux. Bien. Oui, les gens commencent déjà à mettre quelques structures pour se protéger. Monsieur Ratabi, il y avait la plage ici avant? Oui, d'après les gens locaux ici, il y avait de la plage ici dans les années 70, avant l'installation de ces maisons-là, et disparition à peu près de 70 mètres de plage. Il y avait combien de plages là? Il y a énormément de plages le long de ce cordon du Nord, parce que c'est une continuité un peu du cordon du Nord de la lagune. Nous sommes ici sur la Méditerranée, mais un peu plus loin, ça continue sur le cordon du Nord. Il y avait la plage ici? Ouais. Et depuis quand c'est devenu comme ça? Il y a à peu près 15 ans. 15 ans? Pourquoi? Pourquoi c'est devenu comme ça? Oh, bah c'est la mer. La mer est montée? Et ce n'est pas dangereux pour ces maisons? On a mis ces pierres et ça ne risque plus rien maintenant. Ces pierres arrêtent la mer? Non, ça ne l'arrête pas complètement. Elle creuse toujours le sable. Mais plus sous les fondations. Avant, lorsqu'ils venaient de construire ces maisons-là, il y avait de la plage ici. C'est-à-dire les gens ils pouvaient marcher, sinon plus, marcher de ce côté-là jusqu'à ce côté-là. Maintenant, ils sont en train d'installer ces pierres pour se protéger un peu contre cette invasion, si on veut dire, invasion de l'eau sous les fondations. Vous pensez que ça sert à quelque chose, ces pierres? D'après lui, il a dit que c'est une solution définitive, c'est-à-dire l'eau n'arriverait plus chez eux. Une solution qui ne semble pas convaincre le chercheur, mais c'est la seule à la portée des riverains. Depuis 3 ans, le professeur est aussi à la tête d'un projet qui vise à évaluer les impacts du réchauffement climatique sur les habitants de cette côte. Des risques qui jusque-là n'ont jamais été pris en compte. C'est pas conseillé de construire les pieds d'eau. Les pieds d'eau, c'était à la mode il y a 30 ans, 40 ans, dès les années 70. Maintenant, il faut un peu s'éloigner de la côte. Et on vous demande votre avis quand on construit Nous sommes des chercheurs. On fait ce travail-là dans le cadre de la recherche pour le développement. C'est-à-dire les résultats auxquels nous aboutissons, nous les partageons avec tous les partenaires. Bon, c'est aux décideurs ou bien aux utilisateurs de les prendre ou bien de les laisser. Nous, on ne fait que de la recherche. Le sourire du professeur Ratabi en dit long. Les chercheurs comme lui proposent, les décideurs disposent. Et les questions d'environnement et de climat ne pèsent pas bien lourd face au projet de développement touristique. L'avenir de cette lagune se lit déjà sur ses panneaux. Des hôtels, des golfs et des marinas. Nous suivons le professeur Ratabi sur la nouvelle route qui longe le littoral entre la Méditerranée et la région du Rif. Nous longeons une région montagneuse du nord du Maroc que les anciens appellent Bled Siba, le pays de la dissidence. Une référence au passé marqué par des soulèvements contre le pouvoir.
Aujourd'hui, malgré la politique de désenclavement voulue par le roi Mohamed VI, le Rif reste une région isolée. La terre ici est pauvre et les hommes survivent grâce au transfert d'argent de la diaspora et à la contrebande. Le professeur Khattabi s'intéresse aux plus pauvres. Il a rendez-vous avec des pêcheurs à 25 km de Nador, sur le cap des Trois Fourches. C'est un petit bout du monde où le temps semble s'être arrêté. Ici, à Tibouda, les hommes pratiquent encore une pêche artisanale à l'aide d'une barque et d'un filet. Sur la plage, le professeur retrouve son vieil ami Mimoun. Il est un peu la mémoire vivante de ce village. Ce sont une communauté de pêcheurs avec laquelle on travaille ici, dans le cadre du projet sur l'adaptation au changement climatique. Et puis, même moi, c'est un des anciens pêcheurs de la zone, donc c'est quelqu'un qui a 67 ans. Il a passé toute sa vie, plus de 60 ans, à pêcher. Donc il connaît un peu la région, il connaît toute la communauté. Et puis nous avons déjà travaillé avec eux sur la vulnérabilité de la pêche et sur les mesures d'adaptation. Et nous sommes en train de développer un petit projet pour eux, pour un peu augmenter leur résilience par rapport au changement climatique. Équipés de moteurs, les 44 barques des pêcheurs de Tibouda achetaient des glacières pour conserver le poisson frais, des aides concrètes pour soutenir ces pêcheurs et les aider à mieux s'adapter. On vit tous de la mer ici. Ils sont tous pêcheurs. Oui, tous. La mer, je la mange et je la vomis. Et est-ce qu'il y a des variétés de poissons qui ont disparu? C'est même plus une question d'espèces. Il n'y a plus de poissons. Pourquoi? Parce que la mer se déchaîne, personne ne peut sortir pêcher. C'est dangereux? Oui, c'est trop dangereux. La barque se renverse. Qu'est-ce qu'on mange alors? Du pain et des oignons. Quoi d'autre? Le fils de Mimoun est pêcheur. Lui non plus ne cache pas son inquiétude face à cette mer qui ne les nourrit plus. On survit, c'est tout, grâce à Dieu. Et quand il y a de la houle, qu'est-ce que vous faites? S'il y a trop de houle, on ne sort pas. Vous chômez? Oui. Et vous ne pouvez rien faire d'autre? De l'agriculture, par exemple? Oh, un peu. Quelle agriculture? L'agriculture ici, c'est zéro. Rien du tout. L'orge est gâchée, les cultures sont gâchées. Et quel genre d'agriculture vous faites? Autrefois, ça ne manquait pas de culture ici. On plantait des céréales, on plantait des pommes de terre. Maintenant, plus rien du tout. Avec une barque pour toute richesse, du poisson de plus en plus rare et une terre improductive, l'horizon de Mimoun et de tous les pêcheurs de Tibouda s'assombrit jour après jour. Une fatalité contre laquelle le professeur Khattabi se démène depuis 3 ans. Comment faire face aux tempêtes de plus en plus violentes, à la sécheresse, aux pluies torrentielles? Des questions débattues avec les gens du village. Il aura fallu du temps et l'amitié de Mimoun, le vieux pêcheur, pour que les langues se délient un peu. Des réunions comme celle-ci, le professeur Khattabi sait qu'il devra en organiser, encore et encore, pendant des semaines, des mois peut-être. Mais combien de temps ces pêcheurs risqueront-ils leur vie à pêcher de plus en plus loin, au large du cap des Trois Fourches? Le soleil se lève sur l'embouchure de l'Oued Amkran, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau du village de Mimoun. Changement de décor pour le professeur Khattabi. Cette fois-ci, il doit rencontrer les paysans de Boumahad, une autre communauté fragilisée par les changements du climat.
Pour y parvenir, le professeur doit emprunter le lit de la rivière. À cette époque de l'année, elle est à sec. C'est le seul chemin pour gagner Boumahad. Boumahad, un village de 400 âmes perché à 800 mètres d'altitude. Il y a un problème d'agriculture qui est lié à la rareté de l'eau et puis aussi à la diminution de la fertilité des sols et également un manque d'infrastructures. Comme vous voyez, le village est assez enclavé, il n'y a pas d'infrastructure routière. Il n'y a pas de route? Il n'y a pas de route, il y a une piste qui parfois est impraticable quand il pleut. C'est vendredi, jour de grande prière. Les hommes du village sont encore à la mosquée. Le professeur Ratabi les attend. Il a donné rendez-vous à ses relais locaux pour préparer son atelier. Parmi eux, Amina, en rouge, qui connaît bien les difficultés des femmes de ce village. La principale tâche de leur journée, aller chercher de l'eau. Amina va nous aider à approcher les femmes, car ici, les filmer ou même les photographier est un sacrilège qui peut leur valoir d'être répudiés. Les femmes que nous rencontrons ne parlent que le rif fin, le dialecte régional. Ils veulent de bonne qualité de l'eau parce que celui-là, il n'est pas bien traité. Nous, les femmes, quand les hommes sont au chaud, on va chercher de l'eau. On leur apporte l'eau à la maison pour laver le linge, préparer les repas, enfin tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et combien de fois par jour? Ça dépend. On vient 3 ou 4 fois. Si ces femmes ont accepté de nous répondre, c'est parce qu'elles sont célibataires. Après la prière, le professeur rassemble les hommes dans l'école du village. Comme avec les pêcheurs du Cap des Trois Fourches, il veut leur apporter une aide financière. On va prendre note de ce que vous vivez. On va parler de votre perception du changement climatique, de ces sécheresses et du manque d'eau. À quoi c'est dû? Quelle serait la solution selon toi pour collecter l'eau et empêcher le gaspillage? On doit construire une rigole en dur pour canaliser l'eau. Si vous allez près de la source, vous pourrez voir le gaspillage. Il n'y a personne ici pour récupérer cette eau. Et il faudra acheter du fer, du ciment, c'est trop cher pour nous. Là, tu nous demandes ce qu'il nous faut. Eh bien, commençons par l'eau déjà, et puis on verra. Les doléances sont nombreuses. Très vite, l'atelier du professeur Ratabi devient confus. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec cette terre qui s'effondre, qui s'érode? Ça, c'est dur pour nous. Quand Dieu nous envoie ses pluies violentes, la terre s'érode. Nous, pauvres paysans, on a une terre qu'on ne peut même pas cultiver. Il nous faut trouver de l'eau, on doit d'abord creuser pour ça, et ensuite seulement on peut travailler. Tu m'as compris ou pas? On implore l'État qu'il sache qu'ici, on a besoin d'une école, d'une route, qu'on a besoin de l'essentiel pour que ces gens vivent et que le Maroc se redresse. Monsieur Ratabi, c'est difficile de parler des réchauffements climatiques et de mobiliser les gens ici alors que tout manque. C'est ça l'essentiel. Comment? C'est difficile de parler réchauffement climatique aux gens ici alors que tout manque dans ce village, visiblement. Et effectivement, c'est-à-dire il y a énormément de problèmes, c'est-à-dire des problèmes d'infrastructure, des problèmes qui augmentent la vulnérabilité des gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les communautés vulnérables, c'est la population locale, c'est les paysans qui vivent de l'agriculture et de l'eau. Et c'est pour cette communauté-là que nous voulons mettre en place des actions d'adaptation pour augmenter leur résilience. Pas des gens qui ont déjà une forte résilience parce qu'ils ont des comptes dans les banques, ils ont des voitures, ils ont des ressources ailleurs, donc c'est pas. Effectivement. Effectivement. Bien sûr, ils ne sont jamais mis à part, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des priorités. Et nos priorités, c'est les communautés vulnérables. C'est les gens les plus pauvres. Au Maroc, 40% de la population active dépend directement de l'agriculture. Comme Abdesalam, ce paysan, victime de l'érosion de ses terres et du manque d'eau. Chaque jour, d'ailleurs, il doit respecter scrupuleusement son tour.
c'est le système de la Nouba. Ici, chaque paysan dispose d'une demi-heure en moyenne pour irriguer ses champs. Sur ces terres en terrasse, à flanc de montagne, l'eau du ciel ne suffit pas. Il ne tombe pas plus de 350 mm d'eau par an et ces pluies sont de plus en plus aléatoires. Vous ressentez les effets de la sécheresse? Oui, on alterne les périodes de sécheresse et les inondations. Nous, les paysans, on est en première ligne. Beaucoup ont préféré partir, s'exiler vers l'Europe pour nourrir leur famille restée au village. 75% des habitants de Boumahad sont des femmes aujourd'hui. À 60 ans passés, Abdeslam, lui, n'a jamais pu quitter sa terre, une terre pauvre qu'il cultive toujours à la force de ses bras, mais qu'il ne souhaite plus transmettre à ses fils. Moi, je suis jamais allé dans une ville. Si j'avais des choses à y faire, pourquoi pas, mais ma vie, mon travail sont ici. Et vos enfants? Mes enfants vivent avec moi. Et est-ce qu'ils rêvent de partir? Oui, bien sûr qu'ils rêvent de migrer vers l'Europe. On espère et on prie encore Dieu. Partir en Europe, brûler la frontière comme on dit ici, le rêve de tous ces jeunes. Mais auront-ils seulement le choix? La moitié des sources du village sont déjà à sec. Nous avons fait des études au niveau de toute la commune de Boudina, y compris le douar de Boumahad. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais ça existe dans les études, mais il y a au moins 50% des puits qui ont tari. Si la dernière source du village se tarit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question qu'il faudrait poser à la population. Et puis exactement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'adapter dans le futur, surtout s'il se tarit, et puis, ou bien si le débit diminue. Les efforts du professeur Ratabi pour aider les habitants de Boumahad à faire face à cette nouvelle donne climatique se heurtent aux prévisions pessimistes de la direction de la météorologie marocaine. Elle tape sur une diminution de 30% des pluies de printemps dans les années à venir. Nous partons dans la région de Ouarzazate. Au sud des montagnes de l'Atlas, c'est le royaume de la cigogne et de l'abeille du Sahara. Des abeilles qui ont déserté la vallée devenue trop aride. Elles vivent aujourd'hui dans des ruches installées plus haut dans la montagne. Un bouleversement pour tous les apiculteurs comme Hossein. Tous les matins, équipé de sa combinaison et de son enfumoir, il retrouve son élevage. Des abeilles identifiables à leur couleur jaune. Pour Hossein, ce sont des butineuses au tempérament doux qui ont besoin d'espace. Capables de voler à 8 km de leur ruche quand d'autres espèces n'en parcourent que 3, elles récoltent plus de miel et de pollen. Ma famille est la première à avoir pratiqué l'apiculture dans le coin. Maintenant, il y a des centaines de personnes qui se sont lancées dans ce domaine. Mais l'abeille du Sahara existait déjà? Oui, depuis toujours, mais aujourd'hui elle est en voie de disparition. Moi, j'élève les abeilles depuis tout petit, depuis 1994, mais je suis inquiet à cause des sécheresses. Les sécheresses à répétition depuis la fin des années 90 ont entraîné une mortalité inquiétante de l'abeille saharienne. Une espèce endémique, capable de survivre à de fortes variations de température, mais qui ne peut pas vivre sans eau. Nous, on a peur du changement climatique. Parce que la pluie se fait rare et parce que les sécheresses sont plus fréquentes. On a peur pour notre avenir. On va se retrouver piégés alors que c'est là notre seul gagne-pain. Moi, c'est mon seul moyen de subsistance. Hossein ne sait pas comment freiner cette hécatombe qui l'obligera à quitter sa région. La mortalité de l'abeille du Sahara a des conséquences dramatiques sur la survie d'autres espèces, sur la flore également. La pollinisation par les abeilles ne se fait plus. Les plantes endémiques de la région se font donc de plus en plus rares.
Ces vallées qui recèlent le tiers de la biodiversité du Maroc ont déjà perdu une grande partie de cette richesse. 146 espèces vivaient ici, plus de la moitié a déjà disparu. La désertification s'accélère. Elle rend la vie dans ces montagnes plus âpre. Saïd Abdelmalek appartient à la tribu d'Aït Hatta. Des éleveurs nomades qui vivent au rythme des saisons. Ils se déplacent de la plaine vers la montagne à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. Aujourd'hui, Saïd part retrouver les siens car c'est le dernier jour avant le départ pour la grande transhumance. Voici nos abris, les grottes des transhumants. C'est là qu'on passe les mois d'hiver. Elles ont été creusées par les habitants du village, spécialement pour nous. Un abri temporaire creusé à même la roche dans lequel vivent 4 familles. Un refuge contre le froid mordant de l'hiver et l'écrasante chaleur de l'été. Mais cette année, Saïd et ses proches vont devoir quitter leur grotte bien avant la date prévue. Cette semaine, il a fait très chaud par rapport à l'année dernière. Depuis une semaine, le soleil tape fort. C'est pourquoi nous allons devoir partir plus tôt vers la montagne. Il y a encore de l'eau, mais plus de pâturage. Il a plu trop tôt en début d'année. C'est pour ça qu'on doit partir plus tôt vers la montagne. Ces familles sont habituées à survivre dans des conditions extrêmes. Mais leur bétail, lui, a besoin de pâturage et d'eau. Transhumants de père en fils, ils se demandent tous si leurs enfants pourront prendre la relève un jour. Mon grand-père était transhumant, mon père aussi, et moi je continue. On aimerait vraiment pouvoir continuer à vivre comme ça et que nos enfants en fassent autant. Éleveur transhumant, c'est un beau métier, vous savez, même si c'est dur. C'est un métier utile. Nous travaillons pour le bien de tous. Des éleveurs nomades comme Saïd, il en existe encore 3000 à peu près. Ils arpentent ces montagnes sur près d'1 million d'hectares en quête d'herbes vertes pour nourrir leurs troupeaux. Une quête rendue difficile à cause des points d'eau, de plus en plus rares. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont chercher de l'eau au puits. Il faut marcher 2 heures pour se rendre au point d'eau le plus proche. On y va à dos de mule ou sur un âne. À part ce point d'eau, celui de Nigman, il n'y a rien. L'eau est rare ici, il n'y a que ce puits d'Anbed pour tous les environs. Allez, vas-y. Deux heures de marche aller, 2 heures de marche retour pour quelques litres d'eau. Ici, ce sont les enfants qui s'en chargent. Les femmes, elles, gardent le troupeau plus loin dans la montagne. Elles ne rentreront qu'à la tombée de la nuit. Saïd prépare ici le thé fort et brûlant, une tradition chez ces berbères nomades pour qui l'hospitalité est vitale. Ses enfants l'observent. Un jour, ils devront prendre sa place. Ce soir, la tribu reçoit la visite de l'éleveur d'abeilles, Houssine. L'apiculteur vient chercher le savoir de Saïd le berger. Tu sais où je peux trouver des plantes pour mes abeilles? Dans le sarro. Et quel genre de plantes? De l'armoise? Et de la rue officinale? Des renseignements précieux pour Houssine, toujours à la recherche des meilleurs endroits où installer ses ruches.
Nous sommes des nomades comme eux. Moi, je me déplace pour mes abeilles et eux se déplacent pour leurs troupeaux. Ils savent précisément où trouver des plantes, où qu'elles soient. Ils nous donnent ces indications. Et s'ils ne sont plus là? Non, on ne pourra plus rien faire. Eux seuls possèdent le savoir. Une transhumance qui évite le surpâturage et dont l'effet bénéfique sur la biodiversité a été reconnu. Le destin de ces nomades, de ces agriculteurs et de ces pêcheurs dépend d'un ciel de plus en plus instable. Dans un premier temps, le royaume chérifien a placé tous ses espoirs dans le développement du tourisme. Mais avec une population qui grandit, il ne pourra pas faire l'économie d'un développement des secteurs traditionnels, ceux qui aujourd'hui font vivre plus de 50% de la population marocaine.